plaisir est pour nous de vous savoir nombreux ce soir pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons découvrir ensemble le sommaire de cette édition. Le gouverneur AI de la province du Lualaba, Fifi Masuka, était à la cité de l'Union africaine. Garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a reçu en consultation. De la sécurité aux infrastructures, en passant par la fraude minière, tout a été passé en revue. Célébration ce 3 décembre de la Journée mondiale de personnes vivant avec handicap. Cette journée a pour objectif de promouvoir le droit et le bien-être de personnes handicapées dans la société. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal. Garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en consultation ce jeudi 2 décembre 2021 Madame le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, au centre de leur entretien en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La situation générale de cette province minière, de la sécurité aux infrastructures, en passant par la fraude minière, tout a été passé en revue en attendant un rapport administratif par voie hiérarchique. Si la situation générale de la province semble apaisée, la fraude minière reste le principal cheval de bataille du gouvernement provincial du Lualaba. Au sujet de la saisie de plusieurs camions de minerais au Lualaba, le gouverneur Masuka Fifi dit suivre de près cette affaire portée devant les instances judiciaires. Au plan des infrastructures, Madame Fifi Masuka a affirmé avoir reçu des instructions claires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'accélération de travaux. Préparatif de la 9e édition de Jeux de la francophonie, le comité international présente la situation au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. C'est le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga qui a conduit cette délégation auprès du chef du gouvernement James Katabwa, Patrick Borel Mukendi. Le ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience jeudi 2 décembre 2021 à la primature la délégation du Comité international de la francophonie venue lui présenter leur rapport sur l'évaluation des préparatifs de la 9e édition de Jeux de la francophonie que la RDC prépare. C'est le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga qui a conduit cette délégation auprès du Premier ministre. Il était question au cours de ces échanges de présenter au chef du gouvernement la situation actuelle de préparatifs de ces Jeux que la RD Congo s'apprête à organiser en août 2022, a confié à la presse Zéina Mina, directrice du Comité international de Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons souhaité faire une mise au point, vraiment éclairer le Premier ministre sur la situation actuelle des Jeux, des retards accusés, des enjeux, vraiment des échéanciers pour pouvoir vraiment répondre à la volonté de son Excellence Président de la République pour pouvoir tenir les Jeux en été, cet été, en août 2022. Il n'y a pas que l'espoir, il y a la volonté, il y a la détermination. Donc aujourd'hui, nous avons vu un Premier ministre déterminé, entouré du ministre de l'intégration régionale, de tout son cabinet. Et nous sommes rassurés qu'il y a vraiment la volonté, elle y est évidemment. Et il nous a promis que les moyens seront mis à disposition pour accompagner le directeur national des Jeux. Pour sa part, Isidore Kwanja Ngembo, directeur national de Jeux, s'est dit heureux pour la volonté du gouvernement de mettre tous les moyens pour l'organisation de ce jeu. Nous sommes très heureux d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. À l'arrivée de la mission, nous étions reçus et maintenant que la mission arrive à terme, nous sommes revenus pour faire les rapports à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous a confirmé la volonté. Selon Zéina Mina, le chef du gouvernement s'est montré rassurant et déterminé quant à l'organisation des 10 Jeux l'année prochaine. Célébrer le 3 décembre de chaque année, la journée internationale des personnes vivant avec handicap a pour objectif de promouvoir le droit et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société. Pour cette année, le thème retenu est s'engager à bâtir une société plus inclusive où toutes et tous peuvent développer et mettre à profit leurs capacités. Esther Badi Biabia.
L'inclusion du handicap est un aspect essentiel du respect des droits humains, du développement durable, de la paix et de la sécurité. Au nombre d'1 milliard, les personnes en situation de handicap forment un des groupes le plus exclus de la société et comptent parmi les plus durement touchés par la crise actuelle en termes de décès. Même en temps normal, elles ont un accès moindre que quiconque aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi ou à la vie sociale. Elles sont exposées à un risque élevé de pauvreté, de violence, de négligence et sont au nombre de personnes les plus marginalisées. Signalons que sur le milliard de personnes en situation de handicap, 80% vivent dans des pays en développement et une femme sur 5 est susceptible de se retrouver en situation de handicap au cours de sa vie. Et un enfant sur 10 vit avec un handicap. On estime que 46% des personnes âgées de 60 ans et plus sont en situation de handicap. Selon les estimations, 15% de la population mondiale vivent avec un handicap. Et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, Torine Bongo et Juzen Belebele vous proposent le portrait d'une personne atteinte d'un handicap. Il s'agit donc de M. Mboyo Bossale. Il fabrique plusieurs matériels comme les béquilles, les chaises roulantes, les lits et autres dans son atelier situé sur l'avenue des Huileries en diagonale de l'Énerbé. Suivez. Cet homme que vous voyez assise sur cette chaise se nomme Mboyo Bossala, né avec toutes ses forces physiques, mais devenu personne handicapée suite à un accident mortel survenu dans l'ex-Grand Équateur. Mais cela ne l'a pas non plus fragilisé pour se battre bec et ongle et être quelqu'un dans la société congolaise. Et fonder une famille. Aujourd'hui, Mboyo Bossala est marié, puis père de 7 enfants, qu'il élève, éduque et nourrit. C'est ce qu'on dit avoir une détermination et courage. Présentement à Kinshasa, capitale de la RDC, il est président de la fondation qui porte son nom, où il est secondé par plus de 30 personnes à mobilité réduite et non réduite. Dans son quartier général, situé sur la chaîne RTNC2, dans l'avenue des Huileries, Mboyo Bossala et ses acolytes fabriquent une flopée de matériel des personnes invalides. Nous retrouvons des béquilles, chaises roulantes, lits. La liste n'est pas exhaustive. Premier handicapé a créé l'idée à côté de matériel à déplacement de personnes avec handicap, comme béquilles, chaises roulantes. Je suis une personne vivant avec handicap. Je suis la première personne qui a commencé à vendre le matériel de cette catégorie de personnes à travers Kinshasa. Je suis très connu à travers la capitale. Je vends les béquilles et plusieurs autres matériels pour des personnes vivant avec handicap. J'ai fabriqué des tricycles pour les handicapés. Pour lui, le vrai handicapé, c'est dans l'esprit, qui vous fait croire que vous êtes inférieur à d'autres. Donc, votre vie ne se limite pas au phénomène mendicité, une idée à bannir. Les problèmes physiques portent peu pour nous, mais je crois que l'handicap le plus difficile, c'est l'handicap mental. Même avec cette situation, on peut aussi changer notre cours de vie et c'est possible. Le numéro 1 de la Fondation Mboyo sollicite auprès des autorités compétentes la prise en charge effective des personnes atteintes d'un handicap, comme ça s'est fait dans d'autres pays organisés. Avoir un ministère, c'est bien, mais s'occuper des personnes à mobilité réduite, tel est le problème, car lui a donné un carton rouge à la peur et à la honte. Mais d'autres sont stigmatisés. Ne dit-on pas que chacun devrait vivre avec la sueur de son front? Et toujours dans le même registre, le vice-président de la Fédération congolaise de basketball fauteuil et numéro 1 du comité national paralympique de la RDC, AMI, qui séjourne à Goma, a profité de ce vendredi 3 décembre, journée dédiée aux personnes vivant avec handicap, de sensibiliser le gouvernement quant à la prise en charge de cette catégorie de personnes. Suivez-le au micro de Rigom Lopo et Patrick Borel-Mukenzi. Chers compatriotes, je ne pourrais commencer mon allocution sans saluer avec énergie la volonté politique affichée dans l'adoption de la proposition de loi portant protection et promotion des droits de la personne handicapée.
Cette volonté politique qui manquait depuis belle lurette a fini par gagner du terrain et nous avons désormais sur les chemins de la vérité, de la fraternité universelle, celui de l'inclusion de la personne handicapée et non de l'intégration. Puis son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, trouve ici notre profonde gratitude et nos éloges pour sa politique axée sur les personnes vulnérables. Nous espérons fermement que les dispositions de cette loi ne souffriront d'application, car le plus souvent, nous avons de bonnes lois. Mais il y a toujours un écart entre la promulgation de la loi et sa mise en pratique. Pourquoi faisons-nous allusion à la volonté politique et au problème de la mise en pratique de la loi? Parce que c'est depuis 2006 que notre constitution du 18 février prévoyait à son article 49 in fine qu'une loi organique devrait garantir les droits des personnes handicapées, mais sans succès. C'est pourquoi, au niveau de la Fédération congolaise des personnes handicapées, nous allons accompagner tous les efforts de publicité du journal officiel afin d'atteindre toutes les couches de la population en utilisant différents canaux de communication. Inauguration, c'est vendredi 3 décembre 2021 à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, du département de réadaptation fonctionnelle qui a pour objectif de fournir des services de réadaptation physique aux personnes vivant avec handicap. Ces travaux de construction de centres modernes ont été financés par le Comité international de la Croix-Rouge. Papi Katassi, Guimawesi, commentaires et images. Le département de réadaptation fonctionnelle DERF, opérationnel depuis ce vendredi 3 décembre 2021, ce centre moderne situé dans l'enceinte de l'hôpital général ex-Mamayemo fournira des services de réadaptation physique aux personnes en situation de handicap. Les travaux de construction de ce centre moderne, inauguré en présence de plusieurs personnalités, ainsi que de son équipement, ont été assurés par le Comité international de la Croix-Rouge. Vous avez vu l'espace dont nous disposons, nous pouvons organiser des formations assez facilement. Vous avez pu observer l'équipement, l'équipement est récent, donc il nous est très facile de réaliser nos formations. Ces projets proposent des services de réadaptation physique de qualité comprenant la kinésithérapie, l'appareillage orthopédique et les aides techniques à la marche. La spécificité de ce département, c'est qu'actuellement, nous sommes capables, non pas seulement de faire notre kinésithérapie comme nous le faisons, notre physio-kinésithérapie comme nous le faisons, mais nous pouvons prendre en charge tous les besoins en prothèses. Comme vous avez vu, on peut fabriquer des prothèses sur place. Les bénéficiaires apprécient déjà la qualité du service rendu. En charge de la prise en charge na bango. On a plaisir makasi pour que manifestation. A signalé que le CICR a construit cet établissement dans le cadre du programme d'investissement à impact humanitaire, un projet sur 5 ans qui réunit de nombreux partenaires européens, des gouvernements comme des investisseurs privés. Nous allons parler d'autre chose dans ce journal. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constantin Makpoba, a rendu public hier mercredi l'arrêté provincial fixant le frais scolaire au sein des écoles publiques au Nord Kivu. Le montant varie entre 45 000 et 150 000 francs congolais fixés pour les cycles maternels et les écoles secondaires. Cette décision du gouverneur militaire doit être mise en application dès sa signature. C'est le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire, qui l'a fait savoir au micro de nos reporters Germain Sikourou. Section 2e, les frais de fonctionnement, les frais techniques, les frais d'appui aux besoins de l'enseignant, les frais de participation aux épreuves de fin de cycle, d'internat et de transport en commun. A. Les frais de fonctionnement, frais techniques et d'appui aux besoins de l'enseignant. Article 10. Le seuil minimal et le seuil maximal des frais d'appui au fonctionnement des écoles maternelles et secondaires du secteur public et aux besoins de l'enseignement sont fixés et repartis de la manière suivante. 1. Seuil minimal 45 000 francs congolais
par trimestre. 2. Seuil maximal 150 000 francs congolais par trimestre. Ces frais concernent les cycles ci-après. Enseignement maternel, cycle terminal de l'éducation de base, enseignement secondaire normal, c'est-à-dire les sections pédagogiques, scientifiques, philo, latin, etc., et enseignement secondaire technique, toutes les sections confondues. Article 11. Les frais de fonctionnement, les frais techniques et les frais aux besoins de l'enseignant seront fixés conformément à l'article 10 et à la réalité de chaque école. Ils sont perçus au niveau des établissements d'enseignement maternel et secondaire. Ils doivent être exclusivement gérés par les conseils de gestion de l'école, COGES en sigle. Pour une école dont le budget de sa gestion dépasse le seuil maximal, le conseil de gestion sollicitera une dérogation expresse de l'autorité provinciale. Article 12. Les frais d'appui au fonctionnement des écoles sont payables trimestriellement en une tranche ou par échelonnement contre remise d'une quittance et gérés en comptabilité unique sous la supervision du conseil de gestion. Des frais de participation aux épreuves de fin de cycle. Article 13. Les frais de participation aux épreuves de fin de cycle primaire sont interdits pour les établissements publics. Article 14. Les frais de participation au test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOC, ainsi au jury national du cycle court et de l'examen d'État seront fixés ultérieurement. Vous avez donc suivi le propos du général Sylvain Ekenge ont été recueillis par Germain Sikourou. Nous restons dans la province du Nord Kivu pour vous dire que la thématique de droits de l'homme et protection de la société civile de cette province recommande au gouvernement congolais de s'impliquer dans la protection de droits humains conformément à l'examen périodique universel. Angi Batundi, un des membres de cette thématique, affirme que la situation socio-économique de la population, surtout de la femme, doit faire partie de sa priorité. Encore une fois, Benjamin Sikourou. 67 recommandations qui ont été formulées. Et parmi ces 267 recommandations, il y a des recommandations en rapport avec les DESC, c'est-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels des femmes et des filles. Et sur plus de 200 recommandations, en tout cas, il y a une grande majorité, un bon nombre de recommandations qui portent sur les droits économiques, sociaux et culturels des femmes et des filles. Et parmi ces recommandations, vous verrez, il y a des recommandations par rapport aux soins de santé, donc l'amélioration de la santé des femmes et des filles. Il y a des recommandations par rapport à la résilience économique des femmes et des filles. Les questions liées aux violences sexuelles et basées sur les genres, parce que ça affecte aussi la santé. Il y a des recommandations en rapport avec les mariages précoces, les grossesses non désirées. Donc, tout ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels des femmes et des filles ont été présentés au pays en termes de recommandations. Et nous, en tant que FDAPID, nous sommes là pour, en tant qu'organisation de la société civile, pour faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Parce que les organisations de la société civile, les acteurs de la société civile ont un grand rôle dans les plaidoyers auprès de l'État. Et quand nous parlons de l'État, il y a par exemple la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui est suffisamment impliquée dans le processus de l'EPI. Il y a le ministère des droits humains, qui d'ailleurs c'est ce ministère qui est invité chaque fois à Genève pour aller participer, présenter la situation des droits de l'homme à travers les rapports du pays.
Et sachez aussi que la division provinciale du genre organise une série de formations des vulgarisateurs à l'intention de la femme et de la jeune fille dans la province du Kasaï central dans le cadre de 16 jours d'activisme de violence basée, de lutte contre les violences basées sur le genre. Cette formation est appuyée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et Sandro Ben Brian Minga nous en dit plus depuis Kananga. Dans le cadre de la poursuite des activités de 16 jours d'activisme, de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans la province du Kasaï central, les Sanruba Rima, au travers son projet ASSR, avec les financements du Bayer, FCDO, finance conjointement les activités, avec les programmes des Nations Unies pour le développement PNID. Au total, 64 vulgarisateurs, issus des différentes structures étatiques et non étatiques, participent à cette séance de renforcement des capacités. Les premiers intervenants, Dr Gentil Ngalamoulou de la DPS, qui a abordé sur les généralités sur les violences basées sur le genre, a invité les participants, quand ils seront sur le terrain, de mobiliser la population à briser les silences. Le grand message, c'était, nous leur avons demandé de pouvoir briser le silence sur toutes les formes de violence. En matière de violence, il faut amener la population à briser le silence. Donc, à pouvoir dénoncer tout cas de violence, que ce soit violence sexuelle, que ce soit une violence physique, que ce soit une violence psychologique, que ce soit une violence sociale, même économique. Il faut briser le silence, il faut dénoncer de façon à éradiquer ensemble avec toute la communauté du monde ce fléau qui est la violence. Pour le second facilitateur du jour, le psychologue clinicien Philippe Bernard Mawanga, qui a exposé sur la prise en charge médicale et psychosociale, attend de ses capacités un travail de titan dans la communauté. Comme nous travaillons dans les centres intégrés multisectoriels, CISM, on a 4 volets de prise en charge. Nous avons expliqué à l'assistance les circuits de référencement des survivants de violences basées sur les genres. Notre attente est que ceux qui ont participé à la formation puissent nous faciliter la tâche, puissent sensibiliser la communauté afin que la communauté sache l'importance de la prise en charge des survivants des violences basées sur les genres dans les délais, surtout en 72 heures qui suivent l'acte. Si la survivante nous parvient dans nos structures sanitaires qu'on appuie, on va sauver la survivante, on va prévenir. Cette session de formation a une durée de 3 jours avant que les sensibilisateurs soient répartis sur le terrain dans différentes communes de la ville de Kananga. L'Asbel Banamatongue 1, 2 et 4 de la France que dirige demain de maître M. Ike Mayungantoko a procédé ce vendredi 3 décembre à la remise d'un don composé de bons et de cartables au complexe scolaire Matongue 2 et 4 situé sur l'avenue Jolou dans la commune de Kalamou. José Moussangana, Hugues Moussangilay. Bravant la pluie, l'Asbel Banamatongue 1, 2, 3 de la France à la rescousse du complexe scolaire Matongue 2 et 4. En effet, cette structure que dirige M. Ike Mayungantoko a offert de bancs et des cartables aux élèves. Ce dernier ont salué cette initiative. À l'Asbel Banamatongue 1, 2, 3, vous disons merci pour le geste que vous avez posé. Également touché par ce geste, le sous-prophète Makala 2 se dit très comblé. Nous sommes très heureux ce vendredi, sous une pluie fine, recevoir l'Asbel Banamatongue 1, 2 et 3 de la France, venir poser un acte louable et palpable dans notre juridiction. Le président de Banamatongue, qui est aussi un ancien élève de cette école, a remercié leurs 3 aînés qui ont largement contribué à cette initiative, tout en saluant le fait que l'éducation est l'une des priorités de cette organisation. Pour nous, au niveau de l'association, notre objet de l'association, à part l'entraide, c'est l'éducation. L'éducation, puisque ce sont ces enfants-là qui vont guider le pays après. Dirigé par M. Jean Pukuta, l'Asbel Banamatongue 1, 2, 3 Kinshasa est déjà mise sur pied en vue d'élaborer des projets en collaboration avec l'aile de la France.
Et pour terminer, depuis 2 jours maintenant, il s'observe une coupure générale de l'énergie électrique à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Une coupure qui crée la psychose au sein de la population qui n'a pas eu des explications claires de la part de la SNEL. Face à cette coupure, Mouma Fataki nous en dit plus. C'est depuis quelques jours que la ville de Kalemi est plongée dans les noirs, causée par une coupure d'énergie électrique de la Société nationale d'électricité de suite d'une panne technique selon certaines sources proches de la SNEL. Cette coupure engendre plusieurs questionnements au sein de la population qui semble n'avoir pas eu d'explications claires quant à ci. La communication de la SNEL face à cette situation n'aurait pas atteint la cible pour une meilleure compréhension. Parmi les habitants qui haussent les tons, le président du Parlement des Bou-Santabou, Nathan Mugisho, qui déplore les comportements de la SNEL dans des situations pareilles, dont sa communication est tantôt des failles visibles. Depuis qu'il y a coupure du courant, aucune bonne nouvelle n'est communiquée à la population pour comprendre ce que ça doit être la suite par rapport à cette coupure. Cependant, brusquement, on a constaté qu'il y a coupure et que tout le monde est dans les noirs, avec beaucoup de conséquences possibles parce que le courant joue un grand rôle. Dans tous les domaines presque de la vie, le courant actuellement est très important. Mais la SNEL, sans communiquer, sans rien dire, voilà, il y a une coupure. Aujourd'hui, tu peux aller dans les hôpitaux, même pendant la nuit. Hier, j'ai fait un tour. J'ai trouvé que tous les hôpitaux sont dans les noirs. Imaginez qu'il y a un camp qui nécessite une intervention. Quelle en sera la suite? Et la ville, du coup, est devenue trop timide. Pourquoi? Parce que les gens ne savent plus circuler la nuit dans l'obscurité. Parce que la SNEL, dans son incompétence notoire, a délibérément décidé de couper les courants sans communiquer aux gens qu'est-ce qu'il y a. Pour l'instant, la population de Kalemi est rappelée au calme en attendant l'aboutissement des démarches entreprises par les cadres de la SNEL pour résoudre les problèmes. L'obscurité, nous l'avons dit tantôt, que c'est l'un des facteurs qui favorise l'insécurité dans la ville. Et que la population doit être vigilante et les oreilles doivent être dehors pour entendre tout le mouvement qui doit se passer parce qu'on ne sait jamais, nous sommes pendant la période des festivités où les taux de criminalité montent toujours et surtout en matière de vol, donc la population doit être vigilante. Signalons par ailleurs, les habitants de Kalemi doivent prendre leur mal à conscience car aucune information claire n'a encore filtré entre les lignes de cette société. Et voilà, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez reçu. Nous allons prendre le rappel des titres. Le gouverneur AI de la province du Lualaba, Fifi Masuka, était à la cité de l'Union africaine. Garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'a reçu en consultation. De la sécurité aux infrastructures en passant par la fraude minière, tout a été passé en revue. Célébration ce 3 décembre de la journée mondiale de personnes vivant avec handicap. Cette journée a pour objectif de promouvoir le droit et le bien-être de personnes handicapées dans la société. Ainsi prend fin complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Ces remerciements, c'est au nom de toute l'équipe qui vous a tenu compagnie. Merci à Patrick Borel-Mukendi, chef d'édition, Léonard Mouemeri qui a réalisé ce journal. Demain, dès 7h30, vous retrouverez Esther Badibiabi à 10h et à 12h pour le journal. Jenny Tambouemalou vous présentera l'édition des 16h en Lingala et Patrick Borel-Mukendi sera là à 19h pour la grande édition. Je vous retrouve dans les jours à venir avec le même plaisir. Au revoir. Thank you.